Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'incipit ou bien le début du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Nous allons voir l'incipit, c'est-à-dire le commencement ou bien le début de ce roman-là. Regardez bien, il s'agit des 3 ou bien 4 paragraphes du premier chapitre et qui vont nous donner des idées autour de ce texte-là ou bien de ce roman-là. Nous allons voir. Regardez. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Regardez très bien le premier mot qu'a choisi Ahmed Sfraoui pour commencer son œuvre. Il n'a pas commencé par un mot comme ça au hasard, il a commencé par le mot soir. Ce mot-là a une connotation, c'est-à-dire une autre signification ou bien un autre sens à part le premier sens qui lui est propre. Bien sûr, le mot soir signifie un moment de la journée, mais à part cette signification-là qui est propre à ce mot, il peut connoter d'autres sens. Il peut connoter l'obscurité, il peut connoter le noir, la peur, l'ambiguïté, et pourquoi pas le désespoir chez des uns ou bien chez des autres. Donc, que font les gens d'habitude pendant le soir? Tout le monde doit dormir. Quand tous dorment, il va répartir le monde en deux parties. Il y en a les riches et il y en a les pauvres. Mais toutes les deux parties, toutes les deux parties, les riches ainsi que les pauvres, arrivent à dormir. Mais le narrateur, moi, je ne dors pas. C'est-à-dire lui, il ne fait partie ni des riches, ni des pauvres. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à faire ni comme les riches, ni comme les pauvres. Lui, il s'exclut de ce monde-là. D'accord? Il est unique. Il ne ressemble à personne. Lui, il passe le temps éveillé à songer. Il songe. Je songe à ma solitude. C'est-à-dire, je pense à ma solitude. Et c'est ça ce qui l'empêche de dormir, ce qui l'éveille, on va dire, il reste éveillé. Et j'en sens tout le poids, c'est-à-dire ils sont le poids de la solitude. Ma solitude ne date pas d'hier, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ou bien ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître dans sa vie. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il va feuilleter dans son passé pour voir depuis quand il sentait seul. Il se sentait seul. Il sentait la solitude. Je vois au fond d'une impasse. L'impasse, c'est la ruelle là où sa maison se situait. Au fond d'une impasse, c'est une ruelle qui est fermée. D'accord? Une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans. Dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Donc il se rappelle ici d'un petit garçon qui est le narrateur même, d'accord? Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau. Le moineau, c'est un petit oiseau. Mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant, pardon, il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus, il est en train de se rappeler de son portrait physique. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Donc il passe tout son temps à faire passer le temps en regardant les ânes, en revenant pour s'asseoir à côté de la maison, bien sûr, la marche de la maison, en attendant le moineau qu'il souhaite
avoir pour être un ami à lui. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis. Il fait ici le portrait moral. Regardez, il rentre le cœur gros, c'est-à-dire il rentre triste, trop triste. Et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. C'est le piège qu'il voulait réserver à son ami le moineau. Donc, que fait le narrateur ici? Il cherche depuis quand il se sentait seul. Cette solitude-là ne date pas d'hier, mais il se sentait seul depuis l'âge de 6 ans. D'accord? Il se sentait seul depuis l'âge de 6 ans. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Nous voyons ici un adverbe. Effectivement, c'est pour, on va dire, c'est pour accentuer et pour donner un accord à la première phrase. Regardez, nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. On voit ici qu'il y a une double voix. La voix de celui qui raconte et l'autre qui fait le commentaire. Effectivement, c'est pour faire un commentaire de ce qui vient d'être raconté. Il y a une fusion entre deux voix. La voix de celui qui raconte et la voix de celui qui fait le commentaire. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les guembris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Donc ici, il parle de Dar Chouafa, il se rappelle de cette voyante-là qui recevait beaucoup de femmes pour organiser des soirées de musique avec des nuages de benjoin qui emplissaient la maison et tout cela dérangeait le petit garçon et lui empêche de dormir toute la nuit. Bien sûr, un petit garçon de 6 ans, il ne va pas, on va dire, il ne va pas intégrer dans ce monde de la voyante ou bien le monde des adultes facilement, surtout avec ces conditions-là qui sont vraiment inconvenables pour son âge. Je ne comprenais rien au rituel, je ne comprenais, c'est l'imparfait. C'est-à-dire que c'est un rituel qui se répète tout le temps et qui se passe de temps à autre et qui se passe tout le temps devant lui. Je ne comprenais rien au rituel compliqué, c'est-à-dire il n'arrive pas à le comprendre, qui se déroulait au rez-de-chaussée de notre fenêtre du deuxième étage. Je distinguais à travers la fumée des aromates, les silhouettes gesticulaient, c'est-à-dire en train de faire des gestes et des danses. Elles faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des youyos. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes. Pour l'enfant, c'était les jours qui suivaient les soirées de la voyante étaient pour lui des jours tristes, des jours gris, des jours mornes. C'est là on trouve une sorte d'oxymore parce que il est en train de caractériser le mot jour par l'adjectif morne qui ne convient pas, normalement il ne va pas convenir à quelque chose qui est lumineuse. Normalement, jour, ça reflète la lumière. Et morne, ça reflète ce qui est gris, ce qui est obscur, en quelque sorte, triste, etc. Plus triste, c'est-à-dire ces jours qui suivent ces nuits-là, était pour lui plus triste et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au MSID. Donc,
Imaginez avec moi un enfant de 6 ans qui est obligé à se réveiller de bonne heure, mais qui avait des difficultés à dormir pendant la nuit. Et tout cela pour partir au masjid. École coranique. Située à 2 pas de la maison, les bruits de la... Donc, située à 2 pas de la maison, c'est-à-dire, il n'arrive pas à voir le monde extérieur. De la maison, une fois il sort de la maison, il va trouver le masjid à côté de chez lui. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se débarrasser de ce qu'il a vu pendant la nuit, ou bien de ce qu'il a vécu pendant la nuit. L'odeur du bain joint et de l'encens m'enivrait autour de moi, rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler et leurs doigts brûlants. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage, mes index dans les oreilles. Je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Là, on trouve un champ lexical relatif à la peur. On est en train de voir un enfant qui est traumatisé et qui a vraiment peur de ce monde-là, le monde des adultes, qui le traumatise et qui lui fait peur. Regardez le mojnoun, les démons, la sorcière, le délire, tout ça, ça reflète voilà, les doigts brûlants, tout ça, ça fait peur. J'entendais leurs rires, les rires des genoux, bien sûr, par les nuits d'orage. Donc tout ça met le narrateur dans un monde difficile à se mettre ou bien à être intégré dans ce monde. Il est difficile d'être intégré à ce monde des adultes qui l'entourent. Mes index dans les oreilles, il met ses index dans les oreilles et je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Regardez bien le mot désespoir qui termine cet incipit-là et qui va avec, ou bien qui rime, ce mot désespoir, rime avec le mot initial qui est le mot soir. Donc, nous pouvons dire que cet incipit-là, nous met devant cet incipit-là, cette première partie de ce premier chapitre, met l'accent sur un jeu qui est solitaire, que ce soit le jeu du narrateur qui est adulte ou bien de celui qui est enfant de 6 ans. Donc le jeu sentait toujours la solitude, il était incapable de comprendre le monde qui l'entoure. Bien sûr, avec les conditions qui l'entourent, Darshu Wafa et tout ça, nous allons voir la suite dans les séances prochaines. Donc ce début ouvre devant le lecteur un horizon d'attente. On peut se demander, est-ce que le narrateur va rester comme ça, en train de souffrir, ou bien il va chercher à trouver une solution à son problème. Nous allons voir la suite dans les séances prochaines. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.